Bien, Madame la Défenseure des droits, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de votre présence. Alors, on est très heureux évidemment de vous voir. Merci d'avoir le temps de venir nous voir. Pour rentrer dans le vif du sujet, on a des sujets, à la fois des enjeux constitutionnels, un rôle du défenseur des droits qui fait que formulation qui était dit par des experts qui regardent le sujet, là c'est compliqué. Effectivement, c'est compliqué. Donc, on est très heureux de vous accueillir. D'abord, évidemment, pour bien comprendre les enjeux que vous avez dans les nombreux cas que vous avez pu avoir. Peut-être vous entendre sur votre ressenti sur la proposition telle qu'elle est là, et puis peut-être plus dans le détail juridique. Cette audition sur une forme, mais regarder quelques points de détail qui n'en sont pas, parce qu'évidemment, la hiérarchie des normes et l'édifice est assez complexe à orchestrer. Et j'ai la préoccupation en tant que rapporteur de faire en sorte qu'on ne se prenne pas les pieds dans le tapis et que le juge constitutionnel considère que le travail est en tout point parfait. Donc on doit trouver ce juste milieu qui est à la fois cette juste ligne de crête, qui à la fois nous permet d'avancer sur les thématiques qui sont importantes dans l'édifice, et vous avez un rôle important dans cet édifice de la protection des lanceurs d'alerte, et à la fois, évidemment, qu'on ne soit pas censuré par le juge constitutionnel, qui fait qu'on a été trop loin. Voilà. Donc, merci beaucoup, Madame la Défenseure des droits. Alors, on a un usage, toutes les auditions, c'est de demander s'il y a des liens d'intérêt particuliers. Alors, vous concernant, évidemment, ça peut paraître un peu incongru. Enfin, je vous pose également la question, est-ce qu'il y a des liens particuliers d'intérêt dont il faudrait faire part? Je mesure que la question. Non, mais c'est bien de la poser. Non, rien à voir. Je vous remercie. Bien, je vous propose peut-être, on fait simplement un petit tour de table de présentation pour ceux qui sont avec nous, et puis on attaque le vif du sujet avec votre. Voilà. Donc, à ma gauche, Constance Rivière, et qui est secrétaire général, et à ma droite, Marc Loisel, et toujours France de Saint-Martin qui fait tous les liens avec l'Assemblée nationale et le Sénat, avec les parlementaires. Très bien, nous écoutons. J'ai pas mis le micro d'ailleurs. Merci beaucoup. Je vais avoir un propos introductif et qui pourra après être complété justement par Constance Rivière ou Marc Loisel. Ce que je voudrais vous dire pour démarrer, c'est que les réclamations que nous recevons mettent vraiment en avant l'isolement dans lequel se retrouvent les lanceurs d'alerte et la précarité. Je voudrais insister là-dessus parce que c'est quand même au quotidien quelque chose qui nous frappe énormément. Et le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est que vous savez qu'on est en échange avec nos homologues européens là-dessus et que cette protection des lanceurs d'alerte, c'est vraiment devenu un marqueur de démocratie, que la France était au premier rang des législations protectrices et il faudrait qu'elle le reste. Et c'est bien l'objectif que nous défendons. D'autre part, c'est vous dire que cette compétence qui nous est arrivée en plus, je dirais, cette cinquième mission est vraiment une compétence à part et sur laquelle il faut des garanties à la hauteur de ce qu'on a sur nos autres compétences et qui n'est probablement pas encore le cas pour l'instant. Deux parties dans mon propos. La première qui est sur les avancées de votre proposition de loi, et puis après peut-être quelques clarifications qui nous paraîtraient nécessaires et quelques recommandations complémentaires. Sur les avancées, manifestement de nouvelles garanties sont offertes aux lanceurs d'alerte dans le sens des recommandations que nous avions pu faire jusqu'à maintenant. Une procédure de signalement qui est assouplie et mieux définie, la liberté de choix du canal de signalement interne ou externe. On sera d'ailleurs attentif aux modalités qui seront définies par décret, car ce qui nous frappe aussi, c'est que les lanceurs d'alerte commettent régulièrement des erreurs dans la procédure de signalement, en raison d'ailleurs de sa complexité. Autre point positif, des autorités externes mieux identifiées, une liste indicative de représailles prohibées, des sanctions aussi spécifiques pour les auteurs de représailles, bien détaillées dans la proposition de loi,
Une extension de la notion de facilitateur aux personnes morales, qui était un point qui nous paraissait important pour justement ce que je vous disais au début, l'isolement des lanceurs d'alerte. C'est un point qui est important. Par contre, sur la protection, d'ailleurs, une petite parenthèse des facilitateurs, ce n'est pas tout à fait en adéquation avec celle des lanceurs d'alerte, qui ne peuvent pas, du coup, les facilitateurs bénéficier de la même, du soutien financier et psychologique, et que ça aurait été bien qu'ils puissent aussi en bénéficier. À propos de ça, le soutien psychologique et financier des lanceurs d'alerte est amélioré, avec la possibilité de provision pour frais de l'instance accordée par le juge, parce que j'ai vu l'amendement que vous venez de faire, et la possibilité de référer liberté qui consacre le droit d'alerter comme liberté fondamentale. C'est toutes les avancées importantes qui vont dans le sens de ce qu'on avait pu dire. Après, il y a quelques clarifications qui nous paraissent nécessaires pour renforcer encore le soutien et la protection des lanceurs d'alerte, qui sont sur les 4 missions qui sont confiées aux défenseurs des droits par la PPLO. D'abord, établir une procédure de recueil et veiller au traitement des signalements, ça pose un petit problème d'intelligibilité de la loi, car en fait, on a déjà un double rôle, qui est celui de protection des lanceurs d'alerte, plus l'autorité externe chargée de traiter les alertes relevant de sa compétence. Et en fait, l'établissement d'une procédure, ce n'est pas finalement une compétence, mais plutôt son corollaire de ce que c'est. Donc, c'est plutôt une question de clarification que de ne pas être d'accord sur le fond. Le deuxième point, c'est la question de veiller aux droits et libertés des lanceurs d'alerte. En fait, elle est déjà prévue dans la loi Sapin 2. Vous le savez bien, mais du coup, je le redis, le législateur européen ne permet pas d'être moins disant que la loi existante dans des transpositions de directives européennes, donc ne permet pas de réduire la protection qui était déjà offerte et d'assurer ce qu'on faisait une protection à l'ensemble des lanceurs d'alerte. La question de se prononcer sur la qualité de lanceur d'alerte, qui serait un rajout de compétences, on pouvait nous indiquer que ça pouvait être un lanceur d'alerte, c'est quand même une nouvelle forme d'intervention et qui, quand je vous disais au tout début, c'est une compétence à part sur laquelle il faut des moyens au même niveau que ce qu'on a dans nos autres domaines, je trouve qu'il faudrait un collège et un adjoint compétent adossé aux défenseurs des droits. Un mot sur ces collèges. On a un collège enfants, discrimination et déontologie des forces de sécurité, dans lequel il y a des personnes qui sont nommées par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, par la Cour de cassation, le Conseil d'État. Et en fait, ces collèges ont un rôle très important pour nous. C'est un lieu où on soumet toutes les décisions importantes que nous rendons dès qu'il y a une nouveauté, une nouvelle doctrine, un point important, et dans lequel avoir l'avis de personnes extérieures spécialistes sur ces questions-là donne du poids à nos décisions et on arrive, depuis que je suis là, quasiment à chaque fois à quelque chose, à un accord à l'unanimité. Je veux dire, on arrive à se mettre d'accord. Et du coup, voilà, ce qui nous paraîtrait important, c'est peut-être d'y rajouter aussi un collège pour cette mission lanceur d'alerte et un adjoint. Sur un côté des autorités donc externes de signalement, le défenseur des droits devrait pouvoir s'assurer du suivi du traitement du signalement et du retour d'informations aux lanceurs d'alerte. C'est le rôle pivot dont on a pu déjà parler, qui garantit le bon traitement des signalements, la protection du lanceur d'alerte, quel que soit le régime dont il relève. Qu'il se soit adressé à nous ou pas. Et quand je dis ça, il ne s'agit absolument pas de contrôler la qualité de la réponse donnée par l'autorité, apportée par l'autorité externe, ni d'obtenir des informations, mais plutôt de s'assurer qu'il y a eu un suivi et que quand le lanceur d'alerte n'a pas de nouvelles, puisse se retourner vers nous et nous vers l'autorité et de dire on en est où. Le dernier point d'attention, la publication d'un rapport annuel sur le bon fonctionnement global de la protection des lanceurs d'alerte. Il faut pour cela que les autorités en charge du traitement des alertes soient également obligées de nous fournir un bilan, autrement on ne va pas y arriver. Voilà. Et d'où l'intérêt aussi du rôle pivot, parce que c'est quand même le rôle pivot qui nous permettra de mieux faire ce rapport annuel. Et je voudrais rajouter.
Non, il y a à la fois le reporting et à la fois l'obligation, c'est votre Oui, l'obligation pour toutes les autorités de nous fournir les informations, autrement on va avoir du mal à pouvoir faire un rapport annuel. Voilà. Mais du coup, c'est toujours mieux quand c'est précisé. Non, non, mais bien sûr. Soit dans le décret, et si l'État propose de mettre tout dans la PPL. On sera plutôt au niveau de la PPL, de rajouter dans la tout ce qui est assuré à ce moment-là, je vais 4 recommandations complémentaires. En ce qui concerne le soutien financier et psychologique, un fonds de soutien dédié aurait été plus pertinent, qu'on trouvait financé, notamment par des amendes en cas de manquement à l'obligation de mise en place des procédures de signalement. J'ai vu votre amendement pour une nouvelle ligne de crédit qui serait consacrée au soutien des lanceurs d'alerte avec un fonds ministériel. Voilà. On l'appelle. Oui. On l'appelle, pour dire qu'il y a un sujet. Quoi. Voilà. Mais enfin, merci. Voilà. Ça partage votre. C'est autre chose, mais c'est pour mettre déjà le sujet sur la table. Oui. C'est difficile. Oui. L'extension, nous trouvons que oui, l'autre point c'est que je trouvais que l'extension sans condition de ressources de l'octroi de l'aide juridictionnelle au lanceur d'alerte serait préférable au recours au juge pour obtenir une provision sur frais de justice. Voilà, ça me paraîtrait. Pouvoir bénéficier d'aide juridictionnelle directement sans condition de ressources, plutôt que d'être obligé d'avoir recours au juge pour obtenir une provision sur frais de justice. Ça rend les choses plus directes et rapides. L'autre point aussi, c'est le manque de contrôle de la mise en place effective des procédures d'alerte par les entités qui sont soumises à cette obligation. Le dernier chiffre qu'on a, puisque on a de récent, date de 2018, où moins de 30% des entités publiques, que ce soit ministère, département, région, ville, avaient mis en place cette procédure de signalement. Et il faudrait, enfin, nous, on dirait même jusqu'à dire qu'il faudrait un régime de sanctions pour ceux qui ne l'ont pas fait, et ça permettrait de financer le soutien. C'est une motivation pour le faire. Et il manque un dispositif d'alerte sur les questions de sécurité nationale et de sécurité défense. Voilà les points principaux que je voulais vous donner. Je ne sais pas si Constance. Merci beaucoup. Peut-être je réagis déjà sur certains points et puis après on voit des sujets un peu plus techniques et de détails qui n'en sont pas. Merci beaucoup parce que c'est très précieux dans votre retour et les propositions que vous formulez. Alors, on n'a pas la bonne cible sur les mécanismes de financement. On avait vu la loi Sapin 2 qui avait été retoquée sur cet aspect-là, du financement d'un fonds qui vous aurait été géré chez vous. Bon, la solution actuelle n'est pas satisfaisante non plus, donc on essaye de voir laquelle serait la meilleure. Le fonds de soutien, il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées. Le fonds de soutien d'aide aux victimes, c'est compliqué d'utiliser aussi. En tout cas, ce qui pour nous est dans le dispositif, c'est vraiment. Alors, j'entends votre proposition sur l'aide juridictionnelle de conditions de ressources, sans conditions de ressources. Nous, on a fait le choix de la décision du juge en délai, parce que c'est un côté dissuasif. C'est-à-dire que faire peser à l'attaque les frais de la défense. Si vous êtes une entreprise qui a attaqué un lanceur d'alerte, vous faites une procédure, une deuxième, troisième, le juge dit bah, ça va pas du tout, il met à la charge d'attaque. S'il vient avec une quatrième, une cinquième, une sixième, il nous pose besoin des effets, il est très probable. C'est un caractère dissuasif, et l'attaque se dit bon, si on fait encore trois, je vais avoir trois fois de défense. Ça n'en vaut pas la peine. Donc on pense que c'est plus puissant de dire, et plus dissuasif, de dire que c'est l'attaque qui paye les coûts, que de dire que c'est le contribuable qui paye la dette juridictionnelle. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Il a été souligné comme plutôt malin par rapport à un sujet qui est compliqué. On ne peut pas prendre les choix pour prendre le droit canadien en arrêtant des procédures. On ne peut pas, le réseau constitutionnel, on ne peut pas avoir des. C'est très compliqué.
l'autorité qui gère des fonds et apporter des soutiens financiers, puisqu'il y a plein de problématiques qui se déploient au fur et à mesure dans ce modèle. Donc, le premier point, c'est ce qui fragilise les lanceurs d'alerte, c'est deux choses. D'abord, le coût de procédure, c'est une évidence, c'est comme ça qu'on y répond. Et le deuxième point, évidemment, c'est les impacts, les représailles sur les impacts. Il y a deux choses. D'abord, on pénalise un représailles sur les lanceurs d'alerte. Du coup, pour avoir été un mandataire social d'entreprise, on réfléchit deux fois quand il y a un risque pénal sur votre personne. Donc, vous faites attention. Le lanceur d'alerte qui est reconnu dans votre entité. Vous savez que s'amuser à le sanctionner en lui faire la représailles, c'est un risque pénal pour vous. Donc, c'est quand même d'un degré bien supérieur à une amende comme ça, faire à l'entreprise, et puis on verra bien. Non, on n'est pas dans les trucs de, comme on a entendu récemment dans un témoignage, on verra dans 2 ans prud'homme. Non, si vous avez un risque pénal qui pèse sur votre action, vous y réfléchissez à deux fois. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le harcèlement, mais la responsabilité des responsables d'entreprise à mettre fin aux situations de harcèlement, et sinon ça les expose eux personnellement. Donc on pense que c'est l'arme la plus puissante en fait en termes de dissuasion, plus qu'une prise en charge financière qui elle de toute façon est prévue, c'est licencié. Et après peut être évidemment jugé au fond par un juge qui vous dira mais longtemps après, voilà, une indemnisation parce que cette motion n'était pas légitime. Et puis je rappelle aussi que la décision est nulle, une décision de licenciement prise contre un lanceur d'alerte qui peut être considérée le juge pour faire annuler la décision directement. Sur le régime de sanctions, sur la mise en place du canal interne, moi je pense qu'il y a la grande différence, évidemment, c'est le choix du canal interne externe, mais ça a une conséquence directe, c'est que l'entreprise normalement constituée va se dire j'ai intérêt, ce qui n'était pas le cas avant, à avoir la procédure la plus attractive. Très bien. Oui, c'est très clair. Je me demandais si une discussion qu'on avait eue en amont, mais vous avez aussi une responsabilité de tout citoyen quand il est face à un mur d'administration de trouver une solution. Et à ce titre-là, vous avez un rôle bien établi dans la Constitution. Dans quelle mesure vous pensez que ça peut être utilisé? La partie défense des droits des usagers de services publics. Oui, je cherchais le livre exact. Oui, à ce titre-là, à quel point ça rentre dans ce... Parce qu'on pourrait dire, le citoyen est face à un mur, il ne sait pas avec la volonté, personne ne prend son alerte, il est lanceur d'alerte, il n'y a pas de raison qu'il ait fait droit parce que son alerte ne correspond pas à ce qu'il y a dans le décret. Et, voilà, il faut que l'État, que l'administration, en face de lui, ait une réponse. Est-ce qu'on ne peut pas invoquer cette compétence que vous avez littéralement définie par la Constitution pour dire, vous avez tout lieu d'agir, parce que le citoyen est face à un mur et dans ces cas-là, on demande au service public de répondre. Oui, c'est exactement dans la suite de ce qu'on disait sur le fait que l'administration, dans sa globalité, a bien une obligation de répondre quand une alerte doit être traitée. Et donc, si personne ne lui répond, le rôle du défenseur des droits, qui mérite en fait du médiateur de la République, c'est bien d'essayer de faire en sorte de renouer un lien abîmé entre le citoyen et l'administration. Et à ce titre-là, d'identifier quelle est l'autorité qui est compétente. Donc, on pourrait très bien dire que ça fait intégralement partie de la mission du défenseur des droits au titre de cette compétence-là, qui est bien prévue par la Constitution et qui donc permet d'éviter le risque constitutionnel que vous évoquez. C'est ça. C'est ça. J'avais un deuxième. Pardon. Non, ajoutons quand même que dans la Constitution, il est bien prévu que le défenseur des droits veille aux droits des citoyens. Or, le droit d'être protégé quand on lance une alerte est reconnu par oui, est-ce que ça peut emporter décision d'affectation? Parce qu'à ce moment, on pourrait dire, comment vous gérez dans ce cas-là?
La chose impossible, c'est que le défenseur des droits puisse prendre des décisions qui fassent grief vis-à-vis de l'autorité. En revanche, que le défenseur des droits fasse des recommandations à une autorité de prendre en charge, ça correspond à ce que fait le défenseur des droits. Vous aurez d'une part possibilité de vous en saisir, parce qu'on est bien dans ce cadre-là d'infraction de faire connu, et d'autre part, dans le même modèle qui ne s'impose pas, mais évidemment. Et au titre des pouvoirs du défenseur des droits, ces administrations, ces autorités sont obligées de répondre. Ça veut dire qu'elles sont obligées d'être d'accord avec la ministre du défenseur des droits, mais elles sont obligées de répondre au défenseur des droits. Et pour le suivi des alertes, l'essentiel est bien de s'assurer que quelqu'un prend en charge et qu'il n'y ait pas un espèce de silence général qui laisse le lanceur d'alerte dans son isolement. C'est ça, parce qu'en fait, on est obligé de nous répondre, pas forcément positivement, mais en tout cas obligé de répondre. Et effectivement, votre question, c'est si l'autorité en question dit finalement, nous répond, j'en veux pas, on fait comment? Alors, déjà, est-ce que dans votre expérience, vous avez déjà eu des saisines d'un citoyen qui a invoqué cette problématique dans la situation actuelle, depuis les dernières années ou pas? Parce que, d'abord, les autorités internes n'ont pas l'obligation de répondre dans quelques délais. Il peut y avoir le silence pendant des années, en fait. Donc, est-ce que quelqu'un a déjà invoqué ce rôle constitutionnel que vous avez ou pas en tant que consommateur? En réalité, aujourd'hui, les personnes qui se tournent vers le défenseur des droits pour être orientées, on arrive à les orienter. La difficulté, et c'est bien un des points que le texte vise à régler, c'est que nous, on a ensuite aucun suivi sur l'alerte elle-même. Et on a un recul qui est quand même pas si grand que ça. Donc le lanceur d'alerte est orienté, l'autorité prend en charge ou ne prend pas en charge, mais au fond, on ne sait pas. Et la seule chose que c'est ensuite, c'est si le lanceur d'alerte a subi des représailles, il revient nous voir au titre de la protection. Mais le suivi de l'alerte, qui est en réalité indissociable du lanceur d'alerte lui-même, aujourd'hui, il n'est assuré par personne. Bien. Merci. Le deuxième sujet, c'est sur le reporting. Donc, effectivement, on a bien compris qu'on peut avoir un garant du fonctionnement général du processus, bien sûr. En revanche, vous avez quand même un rôle évidemment particulier. Et pour évaluer l'état d'avancement de la protection des lanceurs d'alerte en France, vous êtes un rôle d'observation et on souhaite que vous ayez un rôle de centralisation pour avoir une vue globale de ce qui se passe en France en la matière et que vous puissiez avoir une vue intégrée. Dans cette logique-là, se posaient deux questions. Probablement remonter au niveau de la PPL, l'obligation de chaque autorité de vous informer annuellement avec l'ensemble des éléments. Il faut voir quand même une libelle, enfin, suffisant, comment on l'écrit, mais suffisant pour vous permettre d'évaluer à la fois les caractéristiques de l'alerte et de la façon dont elle a été traitée, quelque chose comme ça. En revanche, je me posais la question, on est un peu confronté à une difficulté sur la conservation des données. On avait un texte aujourd'hui qui avait dit qu'il faut absolument corriger parce qu'on disait là, on garde les données, chaque autorité garde les données, uniquement le temps nécessaire au traitement d'alerte. Non, le traitement d'alerte, plus le reporting, plus, je posais la question au Conseil d'État aussi, en cas dans une affaire de justice, j'imagine un juge 2 ans après ou 3 ans après, il interrogera l'autorité qui a traité l'alerte, quand même. J'imagine, voir ce qui s'est passé à l'époque, qui avait répondu. Donc ça veut dire conserver ces données. Donc, il faut qu'on voit comment on traite mieux cette conservation des données. Est-ce qu'on les anonymise ou pas? C'est un deuxième sujet. Et est-ce que vous estimez que les données qui nous parviennent doivent être anonymisées ou pas? Est-ce que c'est un problème si elles sont anonymisées? Pour faire le rapport. Pour le rapport. Voilà. Ce n'est pas une question évidente, mais ça emporte un certain nombre de choses, parce que conserver les données anonymisées, c'est aucun problème. On trouve, on déclare. Conserver les données identifiées avec des identifiants et des noms de personnes, c'est déjà plus. Déjà, nous, nos décisions, toutes missions confondues, on les anonymise, en fait. Elles sont disponibles sur notre site internet et elles sont anonymisées. Donc déjà, n'apparaissent pas dans cette partie-là le nom des. Et vous conservez l'ensemble des dossiers. Et on conserve l'ensemble du dossier. Non, c'est une question que je pose, mais bon, c'est la pose concrètement. En fait,
au niveau des autorités. Oui, non, mais c'est un sujet très long de conformité au RGPD qui est en train progressivement de mettre en place dans l'institution, mais c'est sûr que la question de savoir jusqu'à quand on conserve les dossiers qui sont transmis, c'est pas simple avec 550 délégués sur le territoire. Oui, bien sûr. Voilà, mais pour le sujet mais est-ce que vous principal, voulez que le rapport soit annuel et des données anonymisées? Alors, il y a deux sujets en fait. Il y a les données dont nous on a à connaître, et donc qui sont pas anonymisées chez nous et qu'on anonymise en sortie. Mais le principal problème pour vous, c'est l'arrivée des données des autorités externes vers chez nous. Et moi, je pense qu'il est beaucoup plus sécurisant pour tout le monde qu'elles soient anonymisées. Je trouverais ça vraiment très problématique qu'il y ait sur des dossiers qui sont parfois extrêmement sensibles des circulations d'informations sur trop large. Et nous, pour faire correctement notre travail, on n'a pas besoin de savoir si c'est monsieur ou madame machin qui a lancé l'alerte. Voilà. Après, la question, c'est plus celle de l'anonymisation des entités de départ. Il y a l'anonymisation des personnes, des lanceurs d'alerte. Je pense qu'elle ne pose aucun problème. Est-ce qu'ensuite, anonymiser totalement l'entité au sein de laquelle l'alerte a été lancée ne poserait pas une difficulté si on n'avait plus aucune donnée, par exemple, pour savoir s'il s'agit d'une entreprise de 4000 personnes ou d'une entreprise de 200, parce que pour savoir si ça fonctionne, il faut qu'on arrive aussi quand même à identifier là où ça fonctionne mieux. On peut imaginer que c'est plus simple pour des très très grosses entreprises de se bosser vers un dispositif qui soit suffisamment pertinent et que peut-être le Canada fonctionnera mieux dans ces cas-là et moins bien dans des petites entités. Peut-être que c'est faux d'ailleurs, mais pour avoir ces données-là, il faut quand même qu'on sache à peu près l'environnement à l'intérieur duquel l'alerte a été lancée. C'est peut-être là-dessus que l'anonymisation est moins évidente. Et par contre, peut-être qu'on pourra sur ce point-là vous faire une réponse écrite plus précise parce que je ne sais pas là comme ça en improvisation. Non, bien sûr. Effectivement, en tout cas, je pense qu'il y avait un problème sur la non-anonymisation des données. Je vais vérifier avec vous que ce n'est pas problématique. Et après, on a un vrai sujet qu'il faut régler sur ce qu'on dit sur la conservation de données. Bien, ok. Donc ça veut dire qu'au niveau, pour nous, après l'articulation entre la PPLO et la PPL, on s'interrogeait sur lorsque vous traitez une alerte en propre sur des sujets qui vous concernent directement. Donc là, vous êtes, comme les autres, j'ai envie de dire, une autorité qui traite une alerte. Vous avez les mêmes obligations, les 7 jours, 3 mois, 6 mois, tout s'applique comme pour tout le monde. Je peux demander aussi que vous envoyez vous-même. Comment vous voyez les choses sur cet aspect-là? Est-ce que, donc là, en tant que traiteur d'alerte, si je puis dire, est-ce que vous avez des réactions dans cette figure-là par rapport au texte? Le texte, il est très, très guidé par la directive elle-même. À partir du moment où il s'agit bien d'une obligation de répondre, donc on prend en charge le traitement de l'alerte et qu'il y a des délais qui sont prévus dans certaines hypothèses, on semble pouvoir faire. Oui, non, mais... On a un projet parce que lui, il traite les dossiers. Donc... C'est vrai que la question qu'on se posait, c'est est-ce que finalement la disposition, ça doit être sur la question de la procédure, est-ce que à l'heure actuelle, est-ce que ça relève vraiment du cadre de la loi? C'est une bonne question. C'est quand même des obligations de faire sur vous. Enfin, quand même, si c'est la même que tout le monde, c'est quand même des obligations de faire sur vous. Dans un vague décret. Effectivement, mais c'est vrai qu'en France, c'est une compétence. On parlait de ce problème. C'est à ce titre-là, vraiment, on s'interrogeait sur la présence dans la loi. Mais c'est sur le peut-être que la PPL qui s'imposera à toutes les autorités indépendantes pourrait aussi vous intégrer là-dedans. En fait, oui, pardon. Parce que j'étais sur la question du délai, mais ce qui est important, c'est que vous décidiez de le laisser dans la PPL ou de leur envoyer le décret. Ce qui est certain, c'est qu'il faudrait être beaucoup plus clair sur la ligne de démarcation
entre ce que la défenseure des droits a rappelé au départ, ce qui est notre 5e compétence en matière d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte, et totalement distincte du fait que par hasard, en quelque sorte, on peut être l'autorité en charge du traitement de l'alerte. On pourrait n'avoir aucune compétence en matière de lanceur d'alerte et néanmoins être dans le décret désigné comme autorité compétente en matière d'alerte de droits des enfants. Dysfonctionnement massif dans un foyer de protection de l'enfance, c'est le défenseur des enfants, défenseur des droits, défenseur des enfants, qui est l'autorité externe en charge de cette alerte. Je pense que dans cette hypothèse, on ne se poserait pas la question de réviser notre loi organique ou notre loi pour indiquer ce qui est purement constatatif, à savoir qu'on est en charge de traiter une alerte en matière d'atteinte à des droits, aux droits des enfants. Donc, si, pour clarifier les choses, il faut qu'il soit indiqué qu'on garde aussi cette compétence comme autorité externe, à la limite, ce n'est pas un problème, c'est redondant de notre point de vue, mais ce n'est pas un problème. Et en revanche, il faudrait dans ce cas-là que ça soit mis à part de la compétence proprement dite sur les lanceurs d'alerte. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même une hétérogénéité de ce qu'on nous impose en tant que traiteur d'alerte. Il y a bien sûr les 7 jours, 3 mois, 6 mois, aussi le fait d'informer, etc., enfin, d'information vers le syndicat déposé d'alerte. Mais pour vous, ce que j'entends, c'est que. Est-ce que vous allez réviser les textes institutifs de la HATVP, de la FLD, de la FAR de... Non. Et les délais sont dans le décret. Les délais, par exemple, 7 jours, 3 mois, 6 mois. Alors, de toute façon, ils sont fixés par la directive, donc ils s'imposent. Donc, le décret ne peut pas prendre des libertés en disant finalement, on va prendre 2 ans. Donc, si vous voulez, pour eux, il n'y a pas d'enjeu autre que de passer au bon niveau par rapport à vous. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on serait différent des autres autorités externes? C'est un peu la question. Vous êtes très différent de tout le monde. Parce qu'on est mesure de jour en jour. Mais non, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que dans votre rôle générique de traiter des alertes sur les enfants, par exemple, on pourrait considérer que vous êtes comme tout le monde. C'est un peu ce qu'on pense. Parce que c'est déjà dans vos compétences. Oui, en termes de compétences, il n'y a pas de doute. Donc, ça militerait pour dire que vous êtes comme tout le monde. En fait, la difficulté de ne pas nous traiter comme tout le monde, c'est que ça donne l'impression que, comme autorité externe, on aurait un statut à part. Imaginons d'ailleurs une situation qui pourrait arriver, où finalement on se dit que vous traitez certains dossiers enfants, l'autorité externe n'est pas nous. On va dire pour tout ce qui est protection d'enfance, l'autorité externe, c'est le défenseur des droits des enfants, et pour ce qui est harcèlement scolaire, c'est une autorité dépendante de l'éducation nationale. Alors, dans ces cas-là, on aurait un texte au niveau de la PPLO qui dirait que dans nos champs de compétences, on est l'autorité externe en charge de traiter, et un décret qui possiblement viendrait réduire ce champ de compétences, puisque en tant que défenseur des enfants, en théorie, on peut traiter tout ce qui touche les enfants de manière générale. C'est vraiment là où on a la compétence la plus large. Ça crée aussi une forme de rigidité par rapport à l'idée d'avoir un texte réglementaire qui fixe une liste d'autorité et qui peut, le cas échéant, être étendu. On voit bien, par exemple, par rapport à ce que vous disiez au départ sur la question un peu des trous de la raquette ou du filet de sécurité, on va peut-être identifier un domaine dans lequel il y a des alertes qui montent. Aujourd'hui, peut-être ne sont pas envisagées, qui dans 10 ans sont. Et le poids réglementaire pourra très bien rajouter une ligne, pourra très bien adapter. Et là, nous, on aurait dans la PPLO quelque chose qui dirait qu'on est l'autorité externe en charge de traiter dans l'ensemble de nos champs de compétences. C'est quand même assez large, parce que ça inclut les relations avec les services publics, la déontologie de la sécurité, les défenseurs des enfants, tout ce qui est en matière de discrimination. Discrimination, c'est aussi un assez bon exemple. Est-ce que l'autorité externe, pour toutes les discriminations, ça doit bien être le défenseur des droits? Peut-être, mais ça va être clarifié. Enfin, il me semblerait, d'ailleurs, c'est au titre des discriminations que je suis là dans cette vidéo. Oui, en réalité, moins au titre des discriminations elles-mêmes qu'au titre de la protection qu'on apporte à des personnes victimes de discrimination. D'accord.
Et donc, en étant dans le raisonnement, en se disant, bah, en fait, en partant de l'idée que souvent les alertes, c'est dans le cadre de l'emploi, que les représailles, elles sont dans le domaine de l'emploi, c'est licenciement, mise à l'écart, etc. C'est ce qu'on fait, nous, déjà, comme recommandation en matière de discrimination. Quand quelqu'un fait un congé de maternité ne retrouve pas son poste, on va venir en quelque sorte le protéger. L'expérience en alerte. Et donc, c'est à ce titre-là qu'il a été pensé que pour un lanceur victime de représailles, l'autorité qui avait l'expertise pour pouvoir voir si l'employeur a démontré à ses obligations. On parle raisonnement consiste à dire que pour le cœur de métier, enfin, pas cœur de métier, mais traitement d'alerte sur des sujets qui sont cœur de métier, je dirais que le vrai fact, c'est une différence par rapport. Ça me semble un peu. En réalité, moi, je pense que, que ce qui pourrait relever du niveau législatif, c'est plutôt de dire que le défenseur des droits est chargé de mettre une muraille de Chine entre sa compétence sur l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte et sa compétence d'autorité externe. Parce que la difficulté, elle est bien là, c'est qu'on est les deux. Or, vous n'avez pas d'autorité sur de façon générique, vous n'avez pas d'autorité sur les qui fait des ailes. Donc, est-ce que la muraille de Chine, pour vous, on relève de la loi parce qu'elle serait, faudrait vous l'imposer en fait? Je pense que ça serait en fait protecteur des lanceurs d'alerte, parce qu'il peut arriver des hypothèses pas si rares en réalité, où on va reconnaître le statut de lanceur d'alerte, alors que l'alerte est infondée. Et donc, quand c'est une autre autorité qui traite l'alerte, ça devient différent de savoir si la personne est reconnue lanceur d'alerte ou pas. Alors que nous, si on mélange un peu les deux, on va avoir des cas dans lesquels on va considérer que la personne n'est pas vraiment lanceur d'alerte parce qu'il s'avère que dans le bureau d'à côté, on sait que l'alerte est infondée, ou en sens inverse, une alerte hyper fondée, mais quelqu'un qui n'a absolument pas respecté le cadre qui lui permettrait d'être reconnu comme lanceur d'alerte. Et je pense que vous pensez que la loi serait compétente serait le niveau approprié pour vous imposer cette séparation. La loi peut très bien indiquer que le défenseur des droits, pour ce qui relève de son rôle d'autorité externe de traitement des alertes, le fait selon ses procédures habituelles, sans de manière distincte, je ne sais pas, il faudrait écrire ça, de sa compétence en matière d'orientation et de protection. Honnêtement, c'est ce qu'on fait déjà. Il n'y a pas de difficulté aujourd'hui. Mais si quelque chose relevait de la loi, il me semble que ce serait plus simple que de nous imposer une procédure dédiée sur, comme autorité. Ou alors, on a du mal à voir pourquoi est-ce que tout le monde ne passe pas par ce toilettage législatif. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avait d'autres points à aborder suite à nos heures de réunion d'hier? Enfin, peut-être juste sur ce point-là, mais comment sur le débat juridique qu'on avait. En fait, en tout cas, dans l'idée qui avait justifié qu'on recourt à la loi organique pour l'ensemble des lois et pas ordinaire, c'était une institution. Et pour le coup, ce que vous dites sur les autres autorités, en fait, on considérait que les dispositions qui sont dans la proposition de loi et qui sont de manière générique imposent en fait un contrôle d'information, de diligence d'un système de confidentialité qui est appliqué de manière générale à toutes les autorités externes qui sont désignées par décret, permettait de couvrir toutes les autorités qui a traité à chaque fois. Sauf les défenseurs des droits qui nous semblait ne pas se voir imposée par la loi cette obligation de retour d'information qui ensuite allait impliquer des délais, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'était au niveau de la loi organique qui semblait nécessaire de préciser les obligations qui allaient vous incomber en raison de l'application des directives. Il nous semblait nécessaire de le préciser au niveau de la loi organique, même si après, au niveau du décret, effectivement, peut-être, et à voir si le décret va avoir cette liberté de fixer, s'il fixe des autorités par thématique, et dire qu'effectivement, sur une partie de la question de les enfants, c'est la droit. Voilà, notre inquiétude, c'était effectivement de ne pas donner que la loi organique
pas suffisamment précis. Alors, dans ces cas-là, il faudrait peut-être plutôt le mettre à l'article 2 de la BPLO, dans un alinéa distinct, et en disant que pour les domaines dans lesquels le défenseur des droits est désigné comme l'autorité en charge du traitement, donc comme ça renvoie au décret et que ça fixe pas l'ensemble de nos compétences, il respecte, il fixe une procédure conforme à la directive, etc. Et comme ça, c'est vraiment mis ailleurs, c'est mis dans l'article 2 et pas dans l'article 1er de principe. Et ça renvoie quand même au décret sur les champs dans lesquels on interviendrait en tant qu'autorité de traitement. Je sais pas si ça, c'est exactement ça. Alors oui, mais c'est vrai que c'est pas le texte actuel. D'accord, oui. Très bien. Est-ce qu'on avait d'autres points? Il y a des suppositions. Juste sur la nécessité de préciser, la fonctionnaire précise, ah oui, ça sert de préciser. Est-ce que ça peut être je pense que c'est bien les choses qui sont évidentes. Je sais, c'est la partie. Oui, je rentre. moi, je trouve que c'est pas inutile de le remettre dans la mesure où on est bien quand même. C'est un peu tout le sujet autour duquel on tourne sur quelque chose qui est à la fois l'usage d'un certain nombre de pouvoirs classiques, mais dans un domaine qui n'est pas classique. C'est des méthodes qui ne seront pas les mêmes. Malgré tout, orienter une alerte vers une nouvelle autorité, ça n'est pas tout à fait la même chose que de lui demander toute une série d'informations dans un dossier de discrimination. Et donc, qu'il soit bien clair que pour cette compétence-là, on a les mêmes pouvoirs que les autres compétences, ne me paraît pas complètement inutile. Mais je comprends que ça puisse. Très bien, merci beaucoup. Il y avait quelqu'un sur le point que vous souhaitiez aborder un peu de travail. C'est bien complexe, non? Je ne pense pas, on va. Très bien, en tout cas, il me reste à vous remercier. Merci Pour ce soir. pour ces échanges qui ont été longs et fructueux. Je sais bien tout ce qui a été fait en amont. Remercier pour le temps de d'éclairer ce qui reste encore obscur à certains égards. Il faut absolument qu'on se vérifie. En tout cas, un grand merci à vous tous.